En 1993, lorsque j'ai voulu, avec la première loi Sapin, doter la France d'une législation efficace contre la corruption, j'ai eu les plus grandes difficultés à la faire admettre par les entreprises. 25 ans plus tard, la situation était radicalement différente. C'est avec l'appui des entreprises exposées à l'international que j'ai conçu, que j'ai défendu, que j'ai pu faire adopter la seconde loi Sapin. Alors pourquoi ce retournement ? C'est qu'entre-temps, des entreprises françaises ont été condamnées à des amendes records par les autorités américaines. Des conventions internationales de lutte contre la corruption ont été adoptées, signées par la France. Les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, ont mis en œuvre des législations extrêmement sévères et très efficaces. Résultat, la situation de la France, son image en matière de lutte contre la corruption au niveau international était profondément dégradée. C'était devenu un frein à la compétitivité de nos entreprises. Certaines étaient exclues d'appels d'offres internationaux, d'autres étaient sous la menace de sanctions étrangères. Une législation française exemplaire et appliquée avec sérieux, à la fois par les institutions publiques, mais aussi par les entreprises privées elles-mêmes, est la meilleure protection contre ce qu'il est convenu d'appeler l'extraterritorialité de certains États. Je pense en particulier aux États-Unis. En effet, si la France ne condamnait pas les faits de corruption commis par des entreprises françaises, l'Amérique, elle, le faisait, et durement, ce qui lui permettait d'accéder à des informations précieuses sur la vie de l'entreprise, et pas seulement sur le sujet de corruption. Je pense, bien sûr, aux stratégies commerciales, mais aussi à certains secrets industriels. Je vais d'ailleurs, à ce propos, vous raconter une petite anecdote très significative. Rencontrant le DOJ, une sorte de procureur général américain à la compétence élargie, je lui signalais le caractère systématique et parfois discutable des poursuites qu'il menait et des condamnations qu'il prononçait à l'encontre d'entreprises françaises. Il me répondit « You don't do the job, so I do it ». Il fallait donc reconquérir notre crédibilité, retrouver notre souveraineté, protéger nos entreprises, tout en étant strict dans la volonté de prévenir la corruption et de poursuivre les faits délictueux. Quelques années plus tard, j'ai de nouveau rencontré le DOJ. Il m'a dit avec une grande tape dans le dos « Michel, now you do the job. Congratulations ». C'est donc l'intérêt profond de nos entreprises de prendre le sujet de la prévention de la corruption à bras-le-corps. Et c'est l'affaire de tous, pas seulement de ceux qui, sur le terrain, se trouvent confrontés à des situations délicates. Pas seulement non plus l'affaire d'une direction juridique, d'un chargé de la conformité, d'un référent éthique. C'est d'abord et avant tout l'affaire de l'équipe dirigeante, de toute l'équipe dirigeante, administrateur et président, directeur général et membre du CODIR. Laisser l'arbitrage se faire naturellement entre l'enjeu économique de la signature d'un contrat et la rigueur juridique appelant avec sérieux au respect des règles éthiques, c'est prendre des risques inconsidérés. Le temps du « pas vu, pas pris », du « je ne veux pas le savoir » est aujourd'hui révolu. En cas de pépin, ce n'est désormais plus le lampiste qui paye. La responsabilité globale et personnelle des dirigeants est désormais la règle.